Ils vous ont menti sur à peu près tout. Ils vous ont menti sur les masques. Le gouvernement vous a dit qu'il y avait des stocks, mais qu'ils étaient inutiles. Puis qu'ils étaient indispensables, mais qu'on n'avait pas de stock. Ils ont fait mentir les chiffres en brandissant chaque jour un nouvel indicateur toujours plus anxiogène. Depuis le début de l'année, le Covid-19 a fait 56 000 morts en France, soit 3 fois plus qu'en Allemagne, et ce, parce que nous avons fermé 69 000 lits d'hôpitaux en 15 ans. Le gouvernement a osé affirmer qu'aucun malade n'avait été abandonné, alors que nos anciens, nos parents, nos grands-parents ont été privés de soins et d'hospitalisation, condamnés à une mort couronnée de solitude. Ils vous ont menti sur le professeur Raoult, parce qu'il ne fait pas le jeu des grands laboratoires. Le vaccin avec ARN messager ne serait pas un vaccin à proprement parler. Pour le professeur et infectiologue Christian Perron, c'est de la thérapie génique sur laquelle nous n'avons aucun recul. Une aubaine pour des laboratoires pharmaceutiques qui n'auront même pas à payer leurs potentiels dommages irréversibles. TV Liberté défend la vérité. Aidez-la. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, on revient sur ces restrictions des libertés qui n'en finissent plus à cause ou grâce au Covid-19. Et avant de commencer, je vous propose dès à présent de partager, de commenter et bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air si vous nous regardez directement sur YouTube. C'est parti! Et à mes côtés cette semaine, le président des Patriotes, Florian Philippot. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je vais préciser dès à présent, cette émission est enregistrée vendredi midi. Donc on va revenir sur la conférence de presse d'hier soir de Jean Castex, le Premier ministre. Emmanuel Macron, dans une dernière allocution, avait considéré que le chiffre de 5000 cas de contamination quotidien était l'objectif à atteindre pour espérer une nouvelle libération, pour ne pas dire le mot de déconfinement, le 15 décembre. Nous sommes aujourd'hui à peu près au double, plus de 10 000 contaminations par jour. Vous nous commenterez sans doute ce chiffre. Je vous propose dès à présent d'écouter les principales annonces de Jean Castex ce jeudi et on revient dessus juste après. Comme prévu, nous rétablirons un couvre-feu dès le 15 décembre, mais il sera durci par rapport à ce que nous avions annoncé. D'une part, il débutera dès 20h et non à 21h. Ce couvre-feu concernera aussi, contrairement à ce que nous avions envisagé initialement, le réveillon du 31 décembre. Ce réveillon est en effet un moment traditionnellement festif. Nous l'apprécions d'ailleurs pour cela. Mais il concentre tous les ingrédients d'un rebond épidémique. Si la circulation avait continué à se réduire fortement, nous aurions pu assumer ce risque. Mais ce n'est pas le cas. Nous devons être raisonnables. Respecter la règle du couvre-feu, rester chez soi, donc le 31 décembre, et suivre la recommandation d'un maximum de 6 adultes. On mange, on boit, on est proches les uns des autres, et il est beaucoup plus difficile de garder ses distances ou de porter un masque. Ce sont des moments formidables, nous les apprécions tous, moi le premier, croyez-le bien, mais c'est le facteur numéro 1 de contamination. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle nous maintenons la fermeture des bars et des restaurants. Toutes les études scientifiques le prouvent désormais. Alors, pas de théâtre, pas de cinéma, pas de bar, pas de restaurant et pas de réveillon du 31 décembre. Oui, pas de liberté dans la hotte du père Castex, du père Véran pour Noël sous le sapin. On s'y attendait.
Écoutez, j'étais venu chez vous, vous m'aviez gentiment invité déjà il y a quelques mois. Je vous avais dit de toute façon, il n'est pas prévu qu'on soit déconfiné ou même mis en dehors d'une situation de couvre-feu, de restriction. Et puis on sait très bien ce qui nous attend pour janvier, ce sera la fameuse 3e vague. Vous savez, c'est un peu comme le film hollywoodien, il y a toujours un numéro 3, qui est généralement un navet d'ailleurs, donc je pense que celle-ci elle sera particulièrement dure. Et derrière, le 3e confinement. Leur stratégie, il faut bien comprendre une chose, avec les mois de recul. Je comprends qu'en mois le premier, en mars-avril, manquer de recul, c'était nouveau. Mais là, avec le recul, il faut bien comprendre que ça n'est plus une stratégie sanitaire, c'est une stratégie politique. Pourquoi ? Parce qu'on sait que du point de vue scientifique et sanitaire, les restrictions, couvre-feu, confinement, fermeture, on dit stop and go, je vois beaucoup le stop, je vois de moins en moins le go, moi. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On a maintenant le recul sur les chiffres de mortalité. On sait que ce sont les pays les plus restrictifs qui ont les pires chiffres. Commencer par la Belgique qui a repris sa place de numéro 1 mondial de mortalité, la France, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, On a etc. par exemple beaucoup vanté la stratégie allemande qui était un peu plus libérale, on va dire, que la France. Et finalement, on voit que l'Allemagne là, est en train de vivre une situation difficile. Du moins, c'est ce qu'on nous en dit. Oui, c'est plus difficile cette fois-ci, même si globalement ils sont à 20 000 morts pour 82 millions d'habitants. Nous, on en est à 55 000, je crois, 56, pour 56 000 pour 67 millions d'habitants. Donc ils sont quand même loin devant. Mais je regarde, si vous voulez, les pays comme le Japon, comme la Corée du Sud, en Europe, comme la Suède, qui a été montrée du doigt pendant des mois et des mois, progressivement, son taux de mortalité par habitant est passé sous la France. Sans avoir jamais confiné, ni même... Il ne faut pas dire que ça. Ils n'ont même jamais fermé leurs commerces et leurs restaurants. Ils ont fermé les écoles. Ils ont fermé les lycées là au mois de décembre et peut-être les écoles. Et les restaurants, aujourd'hui en Suède, jusqu'au mois de février, ferment à 22h30. C'est la seule règle. Ils n'ont pas le masque non plus obligatoire. Masque à l'extérieur, vous allez en Suède, on a vu toutes les images, il n'y en a pas. Pourtant, ils ont de meilleurs résultats. Donc, si vous voulez, on peut parler de... Est-ce que c'est pas tout simplement lié au fait que la France est un carrefour européen, alors que la Suède est beaucoup plus excentrée de fait et qu'il y a moins de migration ? Non, je ne crois pas beaucoup à ça, parce qu'on a parlé de la densité, mais prenez la densité japonaise ou coréenne, sud-coréenne, elle est très supérieure à la densité française, et pourtant, ils ont beaucoup moins de mortalité. Mais c'est vrai que là-bas, dès qu'on a su qu'il y avait une épidémie, ils ont fermé drastiquement leurs frontières. Nous, ce qu'on aurait dû faire, nous, en janvier, février. Et moi, j'appelais à ce qu'on le fasse à l'époque. Ils ont misé sur les antiviraux, sur les traitements, alors hydroxychloroquine ou d'autres, mais ils ont misé sur les traitements et la prévention. Ils n'ont pas dit aux gens, restez chez vous, attendez de suffoquer pour éventuellement aller à l'hôpital y mourir. Ça n'a jamais été leur stratégie. Ils ont misé sur les purificateurs d'air dans les salles de classe, les grandes machines UV où ils passent les métros, les bus, les rames de train le soir pour les décontaminer. C'est des pays modernes qui investissent. Voilà, nous, on est en voie de tiers-mondisation. Il ne faut pas s'étonner qu'on soit plus capable de faire tout ça. Et puis, c'est vrai qu'en Corée, ils ont 2 fois plus de lits de réanimation par habitant que la France. Donc, en fait, il y a d'autres stratégies sanitaires. Tout ça pour vous démontrer qu'il y a des stratégies sanitaires qui fonctionnent mieux. Donc, nous, si on sait ça, parce qu'ils le savent, si moi je le sais, c'est qu'ils le savent. Enfin, je veux dire, moi j'ai annoncé des choses dans mon livre que j'ai écrit au mois d'août. J'ai évoqué par exemple déjà le scandale du Remdesivir, peut-être qu'on y reviendra dans mon livre au mois d'août. Pourtant, eux, ils signent encore des contrats avec l'Union européenne en octobre. Donc il y a un problème. Pourtant, ils sont censés être plus informés que moi. Bien sûr. Donc c'est qu'on n'est plus dans le sanitaire, on est dans le politique. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien que les Français comprennent que ça n'est plus une gestion sanitaire, c'est une gestion idéologique, politique de la chose. Et certains doivent croire que c'est sanitaire, doivent croire de bonne foi, je veux dire, au niveau des fonctionnaires qui gèrent ça, ou même peut-être même des parlementaires et des ministres. Mais en réalité, c'est une gestion de choix politique. Et c'est un choix absolument catastrophique. Alors je vous propose d'écouter à ce propos le secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradier. Il disait quelque chose, vous serez sans doute d'accord avec lui. Le rôle du responsable politique, ce n'est pas d'être un hygiéniste. Le rôle du responsable politique, c'est à un moment d'être capable de lever la tête et de dire maintenant, nous devons choisir entre un mal et un plus grand mal. Qu'est-ce que ça veut dire ça alors le gouvernement, notre gouvernement est trop hygiéniste ou encore une fois, comme vous venez de le dire, finalement, il a d'autres prétextes ? C'est même pas hygiéniste, parce que si au moins c'était efficace contre le Covid-19, mais même pas.
Enfin, on sait, Raoult l'a dit souvent, il a cité des études italiennes et espagnoles de mai-juin dernier, on sait que le confinement finalement fait qu'il y a plus de contamination parmi les gens qui sont restés chez eux confinés. Et ce qui est logique, ce qui s'explique très bien rationnellement, c'est qu'on mélange, on garde à la maison des gens non contaminés avec des gens contaminés. Donc à la fin, tout le monde est contaminé. Donc c'est même pas hygiéniste, c'est même pas efficace contre le Covid, si au moins ça l'était. Mais même pas. Par ailleurs, ça déclenche d'autres problèmes, des maladies, des cancers non traités, non diagnostiqués, des suicides, des dépressions, et puis le drame économique avec derrière le drame économique, il y a aussi des problèmes sanitaires. Un pays qui s'appauvrit, c'est un pays où il y a plus de morts, il y a une espérance de vie qui baisse, etc. Donc c'est un arbitrage qui est foireux, en fait, c'est même pas un vrai arbitrage. Moi, quand on me dit on choisit des morts maintenant ou des morts plus tard, non, je dis on a les morts maintenant et on les aura plus tard en plus. C'est même pas un arbitrage. Donc je pense que ils ont suivi cette, d'abord, contraints et forcés par l'austérité qu'ils ont organisée, il n'y a pas assez de lits, etc. Oui. Ils ont choisi un peu de force, d'abord, cette stratégie. Ensuite, ils ont vu quand même que la peur, ça fonctionnait super bien. Quand Macron arrive à la télévision pour annoncer le deuxième reconfinement, le 28 octobre, et qu'il dit, le 15 novembre, quoi qu'on fasse, il y aura 9000 personnes en France en réanimation. Quoi qu'on fasse. Et si on ne fait rien, il y aura 400 000 morts en France. C'était vraiment le théâtre de la peur. À la grosse louche, quoi. Voilà, c'est ça. Or, le 15 novembre, il y avait 4700 personnes, donc la moitié, en réanimation. Et ils ont vu que ça fonctionnait, que ça rentrait un peu comme dans du beurre dans le peuple français. Le français, il ne s'est pas soulevé, il ne s'est pas manifesté beaucoup. Enfin, nous, on essaie de faire des choses, mais globalement, ça ne bouge pas beaucoup. Même les professions massacrées, culture, restaurant, commerce, etc., pas beaucoup bougé. Ils se sont dit, on continue. Il y a des acteurs qui se mobilisent. Oui, il y a essayer de sauver le cinéma. Bien sûr, lundi, il y a une manifestation aux Invalides de restaurateurs, on les soutient. Il y a des commerçants qui ont bougé, il y en a qui ont entamé même des grèves de la faim. Il y a des gens qui ont bougé. Mais je veux dire, la masse n'a pas bougé. Vous savez, c'était Machiavel qui disait la meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Voilà. Alors ça, c'est un peu la devise de la France en 2020. Il ne faudrait pas que ce soit la devise de la France en 2021. En tout cas, moi, je fais tout pour que ce soit l'inverse en 2021. Alors justement, vous êtes l'un des politiques les plus présents pour critiquer la politique sanitaire du gouvernement, que vous ne jugez pas être sanitaire d'ailleurs précisément. Et vous avez mis en place chaque vendredi, parfois le samedi quand c'était plus propice au rassemblement, une manifestation devant le ministère de la Santé dans le 7e arrondissement de Paris. On vous a suivi à plusieurs reprises avec TV Liberté. Et je vous propose de réécouter quelques propos que vous avez tenus au micro de Géraud Dufayet. Il faudrait que les restaurateurs restent ouverts, mais pour ça, il faut qu'ils se concertent. Parce que je comprends très bien qu'un restaurateur seul, il ne va pas rester ouvert parce qu'il va avoir une amende ou une fermeture administrative. Par contre, si dans la même ville, 100 le font, qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse ? Qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse ? Et si les clients y vont, ça reprend, c'est tout. Alors, j'ai peut-être pas tout compris, mais moi, chez moi, ça s'appelle un appel à la désobéissance. Ça s'appelle un appel à l'action. Les professions jusqu'ici en France ont toujours eu le droit de se défendre. Ce n'est pas la première fois qu'on verrait une corporation, une profession prendre des mesures, d'ailleurs pas impopulaires. Au contraire, je pense que ça le serait, qui seraient un peu dures par rapport au gouvernement. Ils ont peut-être la possibilité de déclencher aussi des grèves ou je ne sais quoi, et de faire ça, c'est-à-dire tout s'ouvrir. Alors on dit ça appelle à l'action illégale. Non, ça appelle à l'action, tout simplement. Et après, le gouvernement, lui, dira c'est illégal, peut-être. Mais c'est un appel pour moi à l'action, à la résistance, à la défense. Je pense que c'est pas tout à fait le même registre. Voilà. C'est pas parce qu'on vous met une loi sous le nez ou un décret que vous devez, comme profession, la prendre pour argent comptant, baisser la tête, courber les chines. C'est pas comme ça que la France a fonctionné. La France est toujours défendue, y compris par des mouvements parfois durs, et puis on les a pas regrettés à la fin parce que ça a fait progresser le pays et ça a permis d'avoir des acquis. Donc là, si vous voulez, ils sont dans des situations, quoi qu'ils fassent, ça fonctionne pas. Moi, je dis bravo à ceux qui ont... Je crois qu'il y avait 7000 restaurateurs à Marseille l'autre jour. Très bien, je préfère 1000 fois qu'ils fassent ça plutôt que rester chez eux à écouter Véran à la télé. Bon, mais ils n'ont pas été entendus. On a vu Castex qui a redit qu'il resterait fermé jusqu'au 20 janvier. Mon œil, hein. À mon avis, je ne suis pas sûr qu'en mars-avril, ils soient encore rouverts. Donc, il y en a plein qui vont crever entre-temps ou qui ont déjà fait faillite. Donc, il faut un moment, il faut prendre ses responsabilités. Voilà, en tout cas, nous, on les prend. Je veux dire, le premier jour, le préfet nous a dit non, vous n'avez pas le droit de vous rassembler place Pierre-Laroque, le vendredi soir, effectivement, devant le ministère de la Santé, sous les fenêtres d'Olivier Véran. On n'a pas courbé les chines.
Il y avait des moyens légaux, ça s'appelle la justice administrative, les référés liberté, de ça. On a tout utilisé. Donc soit on considérait qu'on faisait un truc illégal, soit on se battait. On a préféré se battre. Et ça s'est passé. Oui, alors certains diront ça sert à quoi de se rassembler ? Ça sert à quoi de ne rien faire ? Ça, c'est sûr que ça sert à rien. Ne rien faire ne sert à rien par définition. Se rassembler, je ne sais pas si c'est utile. Au moins, les gens se voient. Vous savez, à un moment où on coupe les gens, les isole par le confinement, ils ne se voient plus, ils dépriment, etc. Au moins, ils se voient. Peut-être qu'ils peuvent concerter des choses ensemble, intelligentes. Le bouillonnement d'idées, il est là. Les gens, ils restent 2 heures, 3 heures. Il faut voir, c'est magnifique, c'est très chaleureux en plus. J'appelle tout le monde à venir. Et puis, on se fait entendre physiquement. On se fait entendre physiquement et je remercie TV Liberté de couvrir ces manifestations. Il n'y a pas beaucoup de médias qui le font. Vous êtes là et ça permet ensuite aux gens de voir ce qui se passe. Et puis, on le fait à Paris, mais on le fait en même temps dans beaucoup de villes de France. Aussi en province, bien sûr. Oui, tout à fait. Vous disiez tout à l'heure que finalement, les Français avaient fait preuve d'une certaine docilité. Est-ce que ça vous a surpris, au contraire, ou est-ce que vous y attendiez finalement ? Non, parce que je connais la puissance de la peur. Vous savez, la peur, c'est quelque chose qui se diffuse dans vos neurones, là, et ça imbibe vos synapses, et ça ralentit le flux nerveux, quoi. Vraiment. Ça endort. Oui, ça endort. Vous savez, il y a du bon stress, il y a du mauvais stress. Et quand il y a une surcharge de stress, vous finissez par être paralysé. Et donc là, je crois qu'il y a un peu ça. Après, physiquement, faut pas oublier que la France a connu les Gilets jaunes, 2018. Beau réveil du peuple, on s'y attendait pas. Au début, c'était magnifique, en tout cas les premiers mois. Mais les gens ont vu aussi la répression. Des yeux crevés, des mains arrachées. Et donc, ils ont eu peur. C'était fait pour ça. Ils ont eu peur de sortir. Et là, moi, je vois encore ça. Il y a des gens qui ont peur parce qu'ils se disent on va peut-être se faire taper dessus. Je les rassure, ça ne se passe pas comme ça. Mais je comprends qu'ils puissent avoir cette crainte-là. Il y a la crainte de l'amende, même si normalement c'est légal. On peut venir à des manifestations déclarées, c'est prévu par la loi. Je rassure aussi tout le monde. Mais quand même, tout le monde n'est pas au courant parce qu'on n'en parle jamais. Véran ne dit jamais ça aux gens. Mais ils ont peur des 135 €, ce qui est une somme. Voilà, bon, il y a plein de raisons. Mais je pense qu'à un moment, si vous voulez, ça va être quand il y aura le réveil. Quand les gens vont se rendre compte qu'attendez, le pays est en train de crouler littéralement. C'est-à-dire que crouler psychologiquement, les personnes âgées qui meurent de désespoir, de solitude, il y a des métiers qui meurent. Avec ces métiers-là, la restauration, les petits commerces, etc., la culture, c'est l'âme de la France. Qu'est-ce que c'est que la France ? Qu'est-ce que c'est que la France, si ce n'est son art de vivre, sa culture, son âme, sa gastronomie, tout ça, ces métiers qui sont vieux comme le monde. On va de quoi demain ? Un hangar, on aura quoi à la place d'un petit restaurant qui vont faire faillite ? Des hangars à bouffe à l'américaine ? Des diners ? Des fast-food ? Des entrepôts Amazon ? Des entrepôts Amazon pour remplacer le commerce ? Non, parce que c'est ça aussi, si vous voulez. Derrière, on change les manières de consommer, les manières de vivre. Il y a toutes ces problématiques-là. Il y a plein de problématiques. Et puis il y a la problématique fondamentale de nos libertés. Est-ce qu'on accepte d'être un peuple qui, toute sa vie, vivra sous masque, y compris nos gamins à 6 ans ? Quand même, c'est inhumain. Y compris le gamin qui naît, qui ne voit pas le visage de sa maman parce qu'elle est sous masque. Nous-mêmes, on avance, on déambule comme des zombies dans les rues avec notre masque, alors qu'on est à 10 mètres de la personne la plus proche. C'est dingue, c'est fou. Et pourtant, là, je vous assure qu'il n'y a pas que la peur de l'amende qui agit. Moi, je vois des gens, ils ont même tout seuls le masque dans la voiture. Absolument. Là, c'est du conditionnement. Là, on en arrive à un niveau de conditionnement, par la peur, par plein de choses, par l'infantilisation, que les gens se déconditionnent. Certains parlent carrément de domestication. Oui, c'est de la domestication. Domestication, c'est friandise, réprimande. On est exactement là-dessus. En ce moment, depuis des mois et des mois, c'est de l'ingénierie sociale aussi, on peut l'appeler comme ça. C'est vraiment... Il faut vraiment que les gens aient conscience de ça. S'il n'y avait pas d'autre solution... Je comprendrais difficilement parce que ça n'est même pas efficace. Mais en plus, il y a d'autres solutions efficaces, rationnelles et qui respectent le pays, ses métiers et ses libertés. Alors, on doit tous gueuler haut et fort pour exiger ces solutions-là. Alors là, on vient de sortir quand même plusieurs gros mots. On a parlé de domestication, vous avez parlé d'ingénierie sociale. Très gros mots. Vous êtes complotiste, Florian Philippot, oui, évidemment. Oui, je suis complotiste. Je suis complotiste au point que, quand dans mon livre, je disais tout à l'heure, le remdesivir fonctionne pas, il est nocif. Juste, je ne suis pas médecin, j'ai juste écouté ceux qui savent, notamment Raoult, qui le disait depuis le mois de mars. Moi, je l'ai écrit 5 mois plus tard, j'ai pas de mérite. On me disait, mais vous êtes complotiste parce que justement, ça vient d'être mis sur le marché, juillet, par l'Agence européenne du médicament de l'Union européenne, qui normalement c'est mieux que moi, le petit Florian Philippot qui écrit son livre. Non, c'est moi qui avais raison. Et on l'a su officiellement 1 mois et demi plus tard. Alors où est le complotisme là-dedans ? C'est ceux qui nous font venir un médicament, on ne sait pas pourquoi, qui dépensent 1 milliard d'euros pour l'acheter, alors que c'est complètement dingue, c'est un choix irrationnel.
Ou est-ce que c'est moi qui dis la vérité? Vous voyez comme quoi on peut inverser tout de suite l'accusation de complotisme. Non, tout ça est délirant. Le complotisme, c'est l'argument des faibles, ceux qui n'ont plus d'arguments pour vous répondre. Moi, je n'ai que des arguments rationnels, que des arguments sourcés, je dis que les choses vraies. Quand je dis par exemple qu'il va y avoir des drones en Belgique pour surveiller les gens à Noël, vous dites, vous êtes complotiste? Peut-être, parce que les gens entendront ça, ils vont dire c'est fou. Non, il y a un an, on aurait mis 5 millions de personnes dans la rue contre ça. Aujourd'hui, ça va passer comme dans du beurre en Belgique, les pauvres. En Belgique, c'est la folie totale. Eh ben non, c'est pas du complotisme, parce que c'est vrai, c'est dans la presse la plus mainstream qui soit. Effectivement, en Belgique, il y aura pour Noël des drones qui vont surveiller les gens pour vérifier qu'ils respectent bien les consignes, entre guillemets. Vous voyez, complotisme ou pas? Non, réalité. Alors vous avez parlé du Remdesivir que l'Union européenne a commandé en grande pompe. Maintenant, on sait qu'il ne faut plus l'utiliser. D'ailleurs, il n'est normalement plus utilisé. Mais l'Union européenne a trouvé, évidemment, nouvelle zone de dépenses. Évidemment, ce sont les vaccins. Ça va être la deuxième partie de cette émission. Je vous propose, avant de passer au vif du sujet, d'écouter Michel Rivasi, l'eurodéputé d'Europe Écologie Les Verts. On est parti sur la course aux vaccins, sauf que dans tous ces vaccins, il y a des vaccins très expérimentaux qui n'ont jamais été autorisés. C'est notamment le vaccin de Moderna et de Pfizer, parce qu'ils sont à base d'ARN messager, qu'on va inoculer ça dans les cellules, et les effets secondaires, on les aura peut-être pas de suite, mais on les aura à moyen et à long terme. Donc soyons prudents là-dessus, et qu'en plus, les études cliniques n'ont pas été faites sur des gens qui avaient des vulnérabilités comme l'obésité, comme le diabète. Ça a toujours été sur des volontaires sains. Et en plus, on va les donner à des personnes âgées. Et dans les études, il n'y a pas énormément de personnes âgées. Donc, il faut quand même être vigilant, vous voyez, quand on applique ces vaccins. C'est pas en 3 mois qu'on peut regarder les effets secondaires. On a donné des milliards aux laboratoires pour qu'ils mettent en place ces vaccins, sauf qu'on n'a pas la transparence. On ne sait pas la responsabilité des laboratoires en cas d'effets secondaires. Plus ça va, plus on pense que ça sera les États membres qui seront responsables des effets secondaires. Donc là, il y a un vrai conflit d'intérêts parce que quand les États membres vont acheter des vaccins, il va falloir qu'ils mettent aussi en place des groupes de pharmacovigilance, vous voyez, pour regarder s'il y a des effets secondaires. Et s'il y en a beaucoup, c'est les États qui vont payer. Ce manque de transparence ne va pas, vous voyez, dans la confiance des citoyens européens vis-à-vis des vaccins. Alors, il y a beaucoup de choses à dire après cette intervention de Michel Rivasi, mais pour commencer, il y a quelque chose que je voudrais soulever parce que ça m'a mis tout particulièrement. On se rappelle au tout début de cette crise du Covid-19 que Didier Raoult proposait son protocole azithromycine hydroxychloroquine dans le cadre du début du développement de la maladie parce qu'il considérait lui-même qu'après c'était trop tard. Évidemment, le gouvernement français a choisi de tester ce protocole sur les malades, sur les cas sévères. Donc, de manière très surprenante, ça n'a pas fonctionné, du moins dans leurs essais. Là, on voit que visiblement, les vaccins ont été testés sur des bien portants, essentiellement sur des personnes saines, sans comorbidité, d'âge raisonnable. Et on va commencer par vacciner les personnes âgées qui ont donc plus de chances d'avoir des comorbidités. Alors, soit, là encore, soit c'est moi qui suis sotte, soit il y a un épisode que j'ai raté. Non, je crois que vous êtes tous sottes et qu'on n'est pas sots. Je pense qu'on nous prend pour des sots, ça c'est vrai. Par contre, pour rebondir sur ce que vous dites, ce qui m'amuse effectivement, c'est qu'on nous a fait un sketch sur l'hydroxychloroquine, ses effets secondaires, c'était très, très toxique, épouvantable. On allait mourir tous d'une crise cardiaque, alors que le médicament était en vente libre depuis 50 ans, et consommé à tire-larigot dans le monde entier. Et par contre, ces vaccins plutôt thérapie génique, parce que les deux, Pfizer et Moderna, ce n'est pas des vaccins traditionnels. C'est vraiment tout nouveau. C'est la technique ARN messager qui est utilisée pour la première fois à grande échelle sur l'homme, confère M. Vaccin lui-même, le professeur Fischer. Ça avait été tenté avec Ebola. Voilà, il y a eu quelques petits essais sur Ebola, mais pas à grande échelle sur l'homme. Et là, on serait prié de tout prendre pour argent comptant. Alors que vous avez rappelé très justement que les tests n'ont pas été faits sur les personnes âgées. Or, en France, on va commencer justement par nos anciens, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents dans les maisons de retraite. C'est là aussi, si vous voulez, on ne sait pas dans quoi on est, le délire ou le cynisme, mais on nous enferme dans ce duo infernal. Seule réponse possible, confinement-vaccin. Et la case prévention-traitement n'existe plus. Absolument. Sans se poser d'ailleurs, avant même de parler de la nocivité du produit vaccin, on ne pourra que citer des gens qui savent mieux que nous. On peut citer Combe, on peut citer Fischer, qui ont tous émis des doutes de prudence.
Sur les vaccins Pfizer, Moderna. Tout à fait, parce que ce sont des professionnels, ils connaissent. Bon. Pourtant, je ne partage pas leur opinion sur le reste. Notamment Com, il a adoré le confinement, etc. Mais si vous voulez, il semble être inquiet sincèrement sur le vaccin. Il faut l'écouter, c'est son métier. Mais, donc on ne sait pas si... On ne sait pas si c'est du cynisme ou de la folie, du délire total, mais on nous enferme dans ce confinement vaccin et au milieu, la case prévention-traitement, plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle. Quand Raoult dit j'ai de bons résultats avec l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, on le raille. Quand d'autres dans le monde disent la même chose et quand on voit même les statistiques de ces pays qui sont bonnes, on ne veut pas les voir, on ne veut pas en entendre parler. Quand on nous explique en termes de prévention ou de traitement, quand la maladie n'a pas des symptômes graves, vitamine D, zinc, utilisé aussi, pas par des charlatans, par des gens extrêmement sérieux dans le monde entier, y compris en France, et qu'on voit vitamine C aussi. On voit que ça fonctionne bien. On ne veut pas en entendre parler. Alors c'est vrai que ça ne rapporte rien. C'est vrai que ce sont des anciennes molécules qui effectivement sont génériquées depuis belle lurette, ça ne rapporte rien. Mais moi je suis fasciné par tout ça. Enfin je suis fasciné, je suis inquiet. Parce que ça veut dire qu'on va nous enfermer ad vitam aeternam dans ce duo infernal. Mais pire que ça, c'est-à-dire qu'après même le vaccin, Véran nous a déjà dit, et il n'a fait que copier ce que disait Fauci, ce que dit Fauci, l'épidémiologiste en chef aux États-Unis, que de toute façon, après même le vaccin, je cite Véran, oui, on gardera le masque, oui, on gardera les gestes barrières. C'est-à-dire l'épouvantable distanciation sociale, le monde inhumain en fait, l'inhumanité de ce monde. Parce que c'est un monde profondément inhumain qu'on est en train de nous construire, de nous bâtir. Quand vous avez entendu Emmanuel Macron expliquer qu'il n'était pas favorable à l'obligation vaccinale, vous avez trouvé que c'était une bonne nouvelle ou une bonne stratégie de la Macronie qui s'effondre ? Eh bien, j'ai pris l'habitude de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on me dit. D'abord parce que ce ne serait pas la première fois que Macron dit une chose et se contredise 3 mois plus tard, donc j'attends de voir. On pourrait très bien nous dire, ah ben on se rend compte, là en mars prochain, il n'y a pas assez de Français vaccinés, les méchants complotistes ou les méchants sceptiques ont fait qu'il n'y a pas assez de vaccinés, donc on va finir par rendre obligatoire. Donc j'attends de voir. Deuxièmement, il y a d'autres manières de rendre obligatoire sans le dire. Vous savez, c'est ces fameux, ce que veulent mettre en place les compagnies aériennes. Et ça encore, c'est des infos qui sortent dans le Figaro, l'Express, etc. Le passeport sanitaire, qui est déjà choisi par une compagnie australienne, l'État australien aussi y pense. C'est un passeport, vous auriez l'obligation de montrer que vous êtes vacciné Covid pour prendre l'avion. Je ne confonds pas avec certains vaccins obligatoires, ça existe déjà. Moi, je suis allé en Guyane en voyage parlementaire, on avait l'obligation d'être vacciné fièvre jaune, je l'ai fait sans aucun problème. Et j'avais la petite case et je pouvais prendre mon vol. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est pour prendre n'importe quel vol. C'est pour avoir le droit simplement de voler, de prendre l'avion. Il faudrait ce passeport sanitaire. Et certains ont déjà ajouté derrière, oui, et puis de toute façon, pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, etc. Pour travailler peut-être ? Pour travailler, il faudra aussi son passeport sanitaire. Donc, peut-être que formellement, ce ne sera pas obligatoire, mais de fait, vous êtes un sous-citoyen, un citoyen de 8e zone, si vous n'avez pas fait votre vaccination parce que vous n'avez pas l'Ausweis. Alors, j'ai entendu, pour être encore plus inquiet, le 8 décembre sur CNews, vous aviez le député En Marche, Vignal, député du Sud-Ouest, qui dit, je le cite, ça m'a frappé, « Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner devront assumer de ne pas être dans l'espace public. » Ah. Ouais. Il faudra vivre dans les égouts ? Voilà, c'est ça. C'est quoi ? Donc c'est vraiment ça. C'est des gens, alors ils seront enfermés chez eux toute leur vie. Donc c'est une liberté ou c'est pas une liberté ? Voilà. On a le sentiment aussi que Emmanuel Macron pouvait difficilement annoncer une obligation vaccinale dans la mesure où il y a énormément de défiance à l'encontre de ce gouvernement et que finalement, en laissant les gens libres de choisir, il y a plus de chances qu'ils se vaccinent. Peut-être, et puis en faisant cette pression, je ne sais pas, en tout cas, probablement là je suis de l'avis de Raoult, il aurait annoncé l'obligation, c'était la révolution. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a des lois qui nous protègent, on est libre. Je veux dire, même en France, quelqu'un qui ne voudrait même pas, je ne dis pas que c'est bien, mais quelqu'un qui ne voudrait pas recevoir un traitement, même très efficace, il a le droit. On est maître de son corps sur les traitements, tout ce qui est injecté, etc. C'est partie de la loi. C'est une loi en France de 2002, il me semble. Bon, il y a même des règles internationales là-dessus. Donc, on ne peut pas aller contre ça.
Après, il y a pourtant l'obligation vaccinale pour les enfants. Oui, ça existe sur certains vieux vaccins, etc. Mais enfin, encore une fois, on n'est pas sur la thérapie génique, sur le nouveau truc développé en 8 mois à toute vitesse. Et puis, on réfléchit à une stratégie vaccinale. Là, encore une fois, on est sur quelque chose qui a un taux de mortalité calculé maintenant de 0,05%. 0,05%. On n'est pas sur la peste noire. Vous voyez, donc, il faut réfléchir. Accessoirement, ce sont des vaccins dont l'objet n'est pas de rendre la maladie non contagieuse, finalement. Oui, bien sûr. On ne sait même pas très bien quelle efficacité sur la transmission, etc., etc. Donc, tout ça se discute et évidemment qu'on doit laisser la liberté. Mais il y a d'autres biais, je vous ai dit, pour passer outre cette liberté. Puis nous, citoyens français, on sait quand même, en tout cas quand on s'y intéresse un minimum, on sait la collusion entre la Macronie, l'oligarchie qui structure le pouvoir français et les puissances d'argent, notamment l'industrie pharmaceutique, etc. On connaît ces liens. On a vu d'ailleurs les liens Union européenne, on en parlait tout à l'heure, et Remdesivir, c'est-à-dire Gilead, le laboratoire derrière. S'ils ont signé le 7 octobre un contrat d'1 milliard d'euros, alors qu'ils savaient déjà très bien, évidemment que l'Union européenne le savait, que l'OMS allait le discréditer 3 jours plus tard, c'est qu'il y a des questions de fric. C'est une particularité de ce gouvernement ou c'était comme ça avant? Non, eux, c'est probablement encore pire, parce qu'ils sont tous de ce moule-là. On a un Macron qui vient de la banque d'affaires. C'est vraiment des gens qui, si vous voulez, qui sentent l'argent, quoi. Ils sentent le fric. Non, mais ça sent le fric. Et donc, qui se dit sent le fric? Les chiens truffiers oui, c'est ça. De l'alias. Non, mais ça sent le fric. Et puis derrière, donc, ça peut potentiellement sentir les conflits d'intérêts, l'horreur, quoi, voir la corruption, etc. On sait déjà que Macron, quand il a laissé partir tant de fleurons nationaux, Alstom et d'autres, pour des raisons bizarres qu'on n'a pas compris à des Américains, aussi bien déjà quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Hollande que ministre de l'économie, puis comme président de la République, on n'a déjà pas compris. Mais on savait déjà que ça sentait fric, ça sentait pas bon. Bon, bah là aussi, on sait très bien leurs liens, on sait très bien qu'ils veulent nous refourguer depuis le début. Raoult l'a très bien expliqué. Hein. Vu la composition du conseil scientifique, on sait très bien qu'ils voulaient nous refourguer le Remdesivir. Le conseil scientifique avait été architecturé comme ça. Hein, tout autour de cet essai Discovery, c'était fait comme ça. On aurait pu choisir d'autres profils, ils l'ont pas fait. Donc voilà, donc on est forcément suspicieux. Et c'est pas... on a raison d'être suspicieux. Il faut toujours l'être quand on est un citoyen avisé, sinon on est un sujet du tyran Macron. Bon, bah moi je suis pas un sujet. Moi je réfléchis, j'ai de l'esprit critique, et il se trouve que j'ai écrit des choses qui se sont réalisées, donc je dois pas être totalement dans le faux. Alors on a beaucoup parlé depuis le début du Covid-19 de l'Europe de la santé qui n'existe pas et qui fait défaut. Là on voit que l'Union européenne joue un rôle important dans la question vaccinale puisque c'est elle qui négocie les contrats avec les laboratoires pharmaceutiques dans des conditions assez obscures d'ailleurs puisque Michel Rivasi expliquait aussi qu'on pouvait consulter les contrats dans une pièce à part, sans téléphone, sans possibilité de prendre des notes. On pouvait simplement essayer de se souvenir des termes des contrats, mais c'était extrêmement confidentiel. Et uniquement quand on est député européen. Bien sûr, et uniquement et peut-être même que quand on est dans certaines commissions budgétaires, notamment. Ils avaient fait le même coup déjà sur le traité de libre-échange et sur Monsanto, je crois, sur le Roundup de oui, Monsanto. Oui, tout à fait. On se rend compte donc... pas ALENA, CETA, pardon. Traité de libre-échange CETA avec le Canada. Et on se rend compte donc qu'il y a beaucoup d'opacité. Et en même temps, on sait d'ores et déjà que l'Union européenne pourrait se porter garante, finalement, pour ces industries pharmaceutiques en cas d'effet secondaire. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une extraordinaire opacité, mais on nous demande par ailleurs d'avoir extraordinairement confiance. Alors qu'on n'a même pas le droit de lire le contrat. Alors c'est quand même notre argent, parce que l'argent européen, je rappelle que c'est l'argent, y compris pour beaucoup, du contribuable français. Bon. Il y a des clauses de responsabilité à minima pas claires, avec des charges de responsabilité pour les labos, etc. Alors la ministre Pannier-Runacher nous dit non, c'est pas vrai, etc. Bah, publiez le contrat. Juge de paix, publiez le contrat, on verra bien, on sait lire, on verra. Vous le publiez pas, c'est louche. Et on connaît les liens d'intérêt à minima, voire les conflits entre toutes ces instances supranationales mondialistes et ces grandes boîtes, pas que dans l'industrie pharmaceutique d'ailleurs, il y a eu des scandales dans beaucoup d'autres domaines entre l'Union européenne et les puissances d'argent, les grandes boîtes. Voilà, raison supplémentaire, si vous voulez, de ne pas se jeter comme ça, tête baissée, dans ce vaccin ou cette thérapie génique à toute vitesse. Mais l'Union européenne joue un sale rôle depuis le début, mais je ne suis pas surpris. D'abord, elle nous a demandé de laisser nos frontières ouvertes quand il fallait les fermer. Début janvier, février. Ensuite, là, maintenant, Ursula von der Leyen, la charmante allemande, nous dit partout qu'il faut maintenir les restrictions le plus longtemps possible. Voilà. Donc, il ne fallait pas
restreindre nos frontières. Par contre, il faut restreindre nos habitations par le confinement, nos propres corps par le masque, etc. Donc, illogisme, on n'est pas surpris de la part de l'Union européenne. Elle s'est jetée à corps perdu dans ce remdesivir, maintenant dans ses vaccins à toute vitesse, et elle veut augmenter, comme à chaque crise, ses pouvoirs. Donc elle veut cette Europe de la santé, et le petit toutou Macron va lui donner, c'est-à-dire que ça m'inquiète beaucoup, l'Europe de la santé, ça veut dire que c'est la main des lobbies pharmaceutiques sur la santé, et de l'autre côté l'austérité pour l'hôpital public. Donc il y aura en fait les cliniques privées hyper chères pour les très riches, et puis pour le bas peuple, la masse, il y aura ce qui reste d'hôpital public à la grecque, quoi. Après que l'Europe est passée en Grèce, on a vu ce qu'il en restait, pas grand-chose de cet hôpital public. Et de l'autre côté, on va nous refourguer les médicaments les plus chers, etc. Donc elle veut maximiser son pouvoir par ça. Elle l'a fait aussi sur l'immigration d'ailleurs. Elle a profité quand même de cette crise Covid pour faire passer plus facilement et plus rapidement que prévu son pacte pour la migration. Début septembre, qui est une dinguerie aussi. J'ai écrit là-dessus, j'ai fait des vidéos. Donc elle veut vraiment en profiter pour maximiser son pouvoir, et avec un Macron en face, c'est très facile, et elle a fait son fameux plan de relance délirant du 21 juillet dernier, où la France s'engage sur 80 milliards pour en récupérer 40 milliards, conditionnés aux réformes structurelles de l'Union européenne, c'est-à-dire la réforme des retraites, l'assurance chômage et tout le reste. Donc il faut qu'elle obéisse pour perdre 40 milliards. Exactement. Donc il faut qu'on obéisse pour perdre 40 milliards de notre argent, et en plus vaut mieux qu'on n'obéisse pas du coup. Mettre en place les politiques décidées par l'Union européenne, mais qui conviennent très bien à M. Macron et son gouvernement. C'est pour ça que je dis depuis le début, il y a un lien intime, parce que c'est le même ennemi, la même idéologie, entre notre combat pour la liberté, notre liberté individuelle, nos libertés collectives, nos libertés publiques détruites par la gestion du Covid, et le combat pour la liberté de la France, le Frexit. Il y a un lien intime. En face, c'est la même oligarchie, avec notamment un de ses instruments préférés, l'Union européenne, et c'est la même idéologie qui s'appelle le mondialisme. Et l'européisme, c'est une déclinaison du mondialisme, on le sait très bien. Donc, il y a un lien intime entre ces deux combats. Quand on se bat contre la coronafolie, ce que j'appelle comme ça résume tout, on se bat aussi pour la liberté de la France. C'est le même combat. C'est pour ça qu'à chaque vendredi soir, j'appelle tous les Frexiteurs, tous les partisans du Frexit, quelle que soit la boutique politique, on s'en moque, l'heure est tellement grave, à venir, je leur donnerai le micro, les chefs qui viennent, je leur dis à chaque fois, pour l'instant ils ne sont pas venus, j'aimerais vraiment qu'ils viennent. Alors justement, Florian Philippot, on le sait, vous êtes pour le Frexit, et vous avez soutenu évidemment le Brexit pour la Grande-Bretagne. Oui. Elle a donc ses vaccins en premier, avant même la France. Vous n'êtes pas un peu déçu que le Brexit serve à ça en premier lieu ? Si vous voulez, je suis cohérent. J'ai défendu le Brexit parce que je défends la liberté des nations. Le Royaume-Uni est libre. Est-ce que la démonstration, c'est que le problème, ce sont encore une fois les élites dirigeantes et pas l'appartenance à l'Union européenne ? Alors, je vais vous dire, c'est quand même les deux. C'est les deux. C'est les deux, mon capitaine, parce que elle est libre aussi de faire des bêtises. Mais elle est libre. Et donc, dans d'autres cas, elle sera libre de faire des choses très bien, ce qu'elle a déjà commencé à faire. Mais avec les mêmes gens, elle continuera à faire des bêtises. Si vous voulez, nous, aujourd'hui, de toute façon, ce débat-là, au moins, eux, ils peuvent avoir le débat sur la stratégie vaccinale. C'est leur agence nationale qui décide, etc. Ils ont fait ce choix d'aller très vite sur Pfizer. Moi, je juge que c'est un mauvais choix. Ils en ont jugé autrement, mais ils en ont jugé souverainement. Nous, de toute façon, en France, on ne pourrait même pas avoir ce débat, puisqu'on a décidé que c'était l'Union européenne, la Commission, qui gérait la stratégie vaccinale. Vous voyez la différence ? Après, c'est pas parce qu'on est libre qu'on fait forcément les bons choix. Après, je suis d'accord avec vous, les deux. Il faut après avoir des bons chefs qui ont à cœur l'amour de leur pays et de leur peuple, qui ont à cœur de défendre l'intérêt national. Si demain on fait le Frexit mais qu'on a Macron, il sera toujours libre. Il sera libre, contrairement à aujourd'hui, mais il sera libre de faire du macronisme, c'est-à-dire de la même chose. Par contre, si on est libre, si on a demain un président magnifique qui arrive en France, je ne sais pas, tomber du ciel, la personne parfaite qui fera consensus dans le camp patriotique, mais qu'on reste dans l'Union européenne. Ça n'a pas l'air très bien parti encore. Pour l'instant, c'est compliqué. Mais il arrive comme ça, il tombe du ciel, un cadeau du ciel, la providence. Mais à côté, on est dans l'Union européenne, il fera quand même du macronisme. Parce qu'il fera la politique que décidera pour lui l'Union européenne, l'euro et tout le reste. Donc vous voyez, si vous voulez, il faut les deux. Mais avant ça, il faut être libre. Tant qu'on n'est pas libre, la question ne se pose même pas. Une fois qu'on est libre, on est aussi libre malheureusement de faire des mauvaises choses. Mais on est aussi libre de faire des choses magnifiques. Aujourd'hui, on n'est juste pas libre et on fait juste de mauvaises choses. Vous voyez la différence ? Finalement, pour conclure, cette crise sanitaire est un peu le meilleur argument, selon vous, pour le Frexit ? Mais tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que l'idée progresse beaucoup dans l'opinion publique.
Moi, je vois la progression énorme, honnêtement. Je ne suis pas là pour parler des Patriotes, mais les Patriotes... Un peu aussi. Hein. Oui, je suis président des Patriotes, mais notre mouvement, nous, il a vraiment explosé en 2020. Je veux dire, on s'est créé fin 2017. J'ai dit bravo à tous les militants, les élus, les référents qui travaillent depuis 3 ans. Ils font un travail magnifique, c'est grâce à eux. Mais c'était difficile pendant 2 ans pour nous, vraiment. Mais on a tenu bon. On a quand même réussi à être candidat aux européennes partout, etc., avec nos bulletins de vote. Mais c'est en 2020 qu'on s'est créé notre identité, qu'on a une explosion des adhésions sur les réseaux sociaux aussi. On fait des manifs partout et on est capable de les faire et de ramener du monde. Je crois que parce qu'il y a une prise de conscience dans le peuple français. C'est pas pour rien. Et comme nous, on est très cohérents, sincères et combatifs, ça paye. Mais je pense qu'on ne peut pas y arriver seul. J'en suis même convaincu. C'est pour ça que je vous dis, il faut ce rassemblement. Il faut cette maison commune des Frexiteurs. Il faut cette maison commune avec cette charte, ces combats communs. Il faut qu'ils viennent tous là à nos rassemblements, qui deviendront donc des rassemblements collectifs, même pas simplement les rassemblements des patriotes. Vous voyez ? Si on n'est pas capable de faire ça maintenant dans la crise terrible que connaît notre pays, on le fera quand ? On le fera pas. On le fera jamais. Bah oui. Non mais si on le fait pas, le pays meurt. Non mais je veux dire, je ne veux pas finir sur cette note, je ne sais pas si c'est fini, mais... Mais je vous en prie, concluez à votre guise. Je veux finir sur une note positive. Si on le fait, je vais juste inverser la phrase. Si on le fait, on a dans le peuple français, dans notre histoire plurimillénaire, dans notre culture, tous les atouts, toutes les forces pour s'en sortir et le plus vite possible. On s'en sortira beaucoup plus vite que ne le croient les Français. Parce qu'on aura un projet national et on va tous se mobiliser dans le même sens. Et ça, notre peuple, il sait faire. Dans l'histoire, il sait faire ça. Il y a ce génie français-là. Donc c'est là-dessus que je vais conclure. Mais soyons intelligents, rassemblons-nous. Je ne cesse d'appeler tous, leur envoyer des lettres, des courriers, faire des appels dans les vidéos. Je les ai vus, on a déjeuné ensemble, du temps où on pouvait déjeuner dans les restaurants. Après, faut le faire. Faut le faire. Il y en a qui sont en train là, de plier. Onfray s'est soumis aux restrictions sanitaires, j'ai vu ça. J'en suis... il y a eu le Covid entre-temps. Oui, mais je pense que c'est pas... justement, je pense que s'il veut lutter contre le Covid, il faut avoir la bonne stratégie. Et donc ça, je le regrette amèrement, mais on voit ceux qui tiennent. Et ceux qui tiennent, ils doivent être dans le combat. Il y en a quand même beaucoup qui tiennent, voilà, et pas que dans la sphère politique. Merci beaucoup Florian Philippot. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le répète comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker, de commenter, de partager cette émission. Je vais y arriver, c'est un peu dur cette fin d'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ce sera sur des plateaux un peu particuliers. À bientôt.